Bonsoir. Aujourd'hui, nous commencerons d'abord par parler de santé. Le gouvernement appelle les populations à plus de prudence quant au coronavirus. Les services sanitaires ont noté une recrudescence des cas de la pandémie. Et face à cette situation, on annonce de nouvelles mesures pour bientôt. Nous y reviendrons. En politique, c'est la CEI qui procède à des aménagements au sein de son équipe. Un nouveau membre et retour d'anciens membres dans la commission centrale. On fait le point de tous ces mouvements tout à l'heure dans le Live Actu. Et aux États-Unis, Joe Biden a été investi cet après-midi 46e président. Et plusieurs chefs d'État américains ont participé à cette cérémonie. Sophie Aïda, elle, l'a suivi de bout en bout. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et ce soir, nous recevons Madame Alexandra Azo. Elle est chef du département droits des femmes, enfants et personnes vulnérables au Conseil national des droits de l'homme et formatrice du programme pour la participation des femmes aux élections. Débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Actu. C'est ici. Bienvenue. Oyez, oyez, très heureux d'être à nouveau en votre compagnie, en pleine forme. Pour dire que Mazetim est là. D'ailleurs, les retours de votre tour de guitare hier ont fait des émules. Effectivement, Ouais. certains amoureux de guitare m'ont envoyé des messages Voilà. pour, De soutien. de soutien, voilà, pour la tentative d'essai, Oui. de jeu des cordes. Voilà, c'est ça. C'était pas forcément... Mais c'était... L'intention y était. C'est comme au basket. L'intention vaut la faute. L'intention y Donc, était. Et c'était, en plus, c'est un grand guitariste en plus. Oui, Oui. tout à fait. Saluons aux grands guitaristes Effectivement. et tous les guitaristes qui ont eu mal au cœur. Je le salue tout simplement, M. Philippe Pango, Voilà. qui est directeur du Vitible. Très bien. Quelque Très chose à bien. voir avec Pango de l'hymne national. Pardon tu as d'accord. bien trouvé. Donc il y a de la musique dans la famille. Ça coule dans les veines. C'est le moins qu'on puisse dire. Serge Chimonchou, comment ça va? Bonsoir, je vais très bien Brice, merci beaucoup. Merci. Rabia Diallo. Bonsoir, madame, Brice. comment allez-vous? Ça va? Bien. Oui, très bien. Ok. Et vous? Très bien. Très bien. Surtout, moi, quand quelqu'un joue à la guitare, ça me... Non, c'est que tu as fait des guitares. Tu insistes, hein. Bon, alors moi je veux jouer de la batterie. Vous m'en Ça trouvez n'a une pas le même effet que la guitare. Vous m'en trouvez une sur le plateau? Non. Oui, je crois qu'il y en avait une qui se baladait là. Sophia est là. Hello, Vous jouez Brice. d'un instrument en vrai, dans la vie? Piano, Du piano? yes. Depuis toute petite? Ouais. C'est ça, parce qu'apparemment, il y Je a des choses... détestais au début, mais en grandissant, j'ai compris. Quand j'ai vu Alicia Keys, quoi. Je m'apprête à dire, vous faites votre Alicia Keys. Et alors No. Yeah. Bon, allez. On est en forme, vous l'avez un remarqué. piano aussi. Un piano ici. Oui, il y a un tout petit piano là, sur un jour à venir. Je crois que Marlon a du mouron à se faire là. Marlon? Live music. Je pense hein. que Brice va migrer au live music là. Parce que... Non, mais ça va, je passerai partout, je passerai au JT, tout ça, il n'y a pas de problème. Bon, allez, on est en forme, on va démarrer avec les nouvelles d'ici d'ailleurs. Je suis parti plus vite que le jingle. Ça, c'est très bien, j'aime beaucoup. Bon, notre premier point concerne la santé, c'est le gouvernement qui appelle la population à davantage de prudence. Mais avant, on a tous reçu cette note qui était censée être une recommandation du ministère de la Santé, qui allait être présentée au gouvernement. Quelqu'un aurait dit sur ce plateau, faux. Non, c'était surtout des propositions. Mais effectivement, d'où elles viennent, voilà, ces d'où elles propositions? viennent, De toute façon, voilà. le porte-parole du gouvernement l'a dit, on pourrait, en l'état, en tout cas aujourd'hui, considérer que ce document est une fake news. Oui, Pour l'instant. effectivement, c'est ce qui se dit, hein, mais après, ça ressemblait vraiment à un document préparatif de Vous avez de déjà cette vu un réunion-là. phobie, Madame Diallo? Un faux billet, oui, je pense que j'ai déjà vu Il un me faux semble billet. vraiment vrai. Sauf Pas que ça, vraiment. Sauf que c'est un faux. Pas vraiment, D'accord, oui. ok. Donc, alors, concernant, on l'a tous vu, ce document partagé, repartagé, personnellement, je l'ai reçu 3 fois dans des groupes WhatsApp et les gens ont beaucoup commenté. Et puis, moi, ce que je... Et même qu'une certaine presse s'en est fait écho. Oui, Effectivement. Je crois oui. que le média RA, si je ne me trompe pas. Oui, mais le démenti a été apporté très vite. Et voilà, je veux dire, ces mesures n'ont rien de... Pour moi, personnellement, je trouve qu'elles n'ont rien de dramatique, puisque sur ce document-là, on voit que les écoles ne sont pas censées être fermées, etc. Mais voilà, en fait, pour planter le décor, il faut qu'on sache qu'il y a une nouvelle variante du Covid qui est apparue en Grande-Bretagne, hier au Maroc.
et des mesures ont commencé à être prises. Et on a également vu, ça a été prédit par certaines personnes, certains scientifiques, qu'il y aurait une recrudescence cette année. Voilà. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et en Côte d'Ivoire, d'après la communication qui a émané de ce Conseil des ministres-là, la majorité des cas recensés récemment sont des cas de jeunes de moins de 30 ans. Ce qui s'expliquerait par les fêtes de fin d'année. Oui. Moi, ce que je m'interroge sur la question de cette tranche d'âge-là qui a été touchée l'année dernière, on voyait que c'était la population plus âgée. Et cette année, voilà, c'est les jeunes qui sont touchés, ce qui est beaucoup plus inquiétant, parce qu'après, il y a les enfants aussi qui ont disait qu'ils n'étaient pas vraiment touchés, pas très vulnérables. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, le virus est en train peut-être de changer. Non, après, à ce niveau-là, il y a une petite précision à faire. Hein. À un moment, quand on avait estimé que les enfants et les personnes moins jeunes n'étaient pas forcément touchés, non, je crois que ce qu'il faut rectifier, c'est que les personnes peuvent être touchées par la maladie, mais ne pas avoir les conséquences pas développer des formes du virus, des formes graves. Exactement, c'est pourquoi j'ai parlé de vulnérabilité. En fait, ils peuvent être, on le sait, ils sont souvent asymptomatiques, et ça nous amène au point où aujourd'hui, le Conseil des ministres dit également que ce sont des familles, en fait, la transmission se fait vraiment dans un cadre plutôt familial. Et je sais que des écoles ont commencé à prendre des mesures, en l'occurrence une école française. Lundi, par exemple, à partir de lundi, les enfants, à partir du CP, vont partir à l'école avec des masques. Donc plusieurs mesures comme ça sont en train d'être prises. Et le Conseil des ministres a indiqué que de nouvelles mesures vont être prises à partir de demain. Et le Conseil national de sécurité, justement, se tiendra jeudi demain. L'autre point, c'est les vaccins. La Côte d'Ivoire se prépare à lancer cette campagne. Certains vaccins ont été validés, d'autres sont en cours de validation, et on s'attend à des centaines de milliers, enfin une centaine de milliers de vaccins dans un premier temps. Ma question, c'est, est-ce que vous seriez prêt à vous faire vacciner? Moi, j'ai déjà dit oui à plusieurs reprises. Je suis prête à me faire vacciner. On parle d'une pandémie. On parle d'un virus qui a déjà muté et qui a développé une forme beaucoup plus contagieuse et encore, on va dire, beaucoup plus mortelle, en tout cas au vu de la recrudescence des cas et surtout des cas de mortalité. On n'a pas encore les chiffres concernant l'évolution du taux de létalité, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus grave. Et même si pour l'instant aussi, on a des chiffres, on a l'impression que les chiffres varient. Certains jours, je regarde tout le mois de janvier par exemple, on a eu des jours où on a eu 200 cas, 150 cas, et là pour les 2 derniers jours, le 19 janvier et le 18 janvier, 79 cas. 68 cas. Donc j'ai l'impression aussi que les chiffres peut-être ne reflètent pas forcément la réalité, parce que déjà, est-ce que le taux de test, est-ce que les Ivoiriens se font tester massivement? Moi, je pense ça, c'est déjà la première question. Est-ce qu'on se fait tester massivement, à part ceux qui voyagent et ceux qui présentent des symptômes, mais on ne se fait pas tester comme on se fait tester en Chine ou en Europe. Je pense que peut-être pas massivement, peut-être pas massivement, mais les gens se font tester beaucoup plus maintenant que l'année dernière, parce que je le vois même, ne serait-ce que le gardien de mon immeuble, qui lui a senti qu'il avait quelques symptômes, mais s'est dit, voilà, on me parle de cette maladie, moi, il faut que j'aille me faire tester. Donc, on sent qu'il y a quand même une volonté de se soigner par rapport à l'année dernière, et une espèce de crainte sur ce que ce virus peut causer sur l'être humain, et surtout en Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens que sur ce plateau, quand on parlait du vaccin, la dernière fois, je disais que j'étais pas prête à me faire vacciner, mais c'est vrai que ma petite sœur, qui est docteur aux États-Unis, s'est fait vacciner. Elle a déjà fait les 2 phases du vaccin, et elle nous a expliqué de manière, on va dire, assez scolaire, ce que contient le vaccin et comment est-ce que ça nous protège en tant qu'individu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les choses commencent à changer un petit peu pour moi. C'est très bien qu'on ait cette donne-là, notamment de votre petite sœur qui est médecin, qui vous rassure, qui est aux États-Unis, comme vous dites. Donc je suppose que son vaccin à elle, c'est Pfizer et BioNTech. Oui, sauf que pour l'instant, on est encore en train d'analyser d'autres vaccins en plus de Pfizer et BioNTech. On parle de vaccins en attente, de Sputnik 5 de la Russie, on parle de vaccins de Chine. On va se retrouver à avoir tous ces vaccins-là ici. C'est la question que moi je veux poser. Et si c'est le cas, je resterai sceptique par rapport à cette vaccination. En tout cas, mais au moins, même si vous n'allez pas sur le Sputnik et sur le vaccin chinois, restez au moins sur BioNTech et Pfizer. Non, ce n'est pas une question de préjugés, mais on a bien vu cette course au vaccin par rapport à ces différents pays.
ok. Vous ne verrez jamais la petite sœur ou la sœur de Sophie venir vous dire que je me suis fait vacciner avec les 2 phases, avec le BioNTech et le Sputnik 5, par exemple. On n'entendra jamais le Sputnik 5 aux États-Unis être attribué ou distribué à des patients. Donc, je veux dire, à un moment, soit on fait un choix et on reste dessus. Non, mais même en France, il y a eu plusieurs validations de plusieurs vaccins. Mais ces vaccins-là, ils ont été validés, c'est vrai, mais on a bien vu, ne serait-ce qu'au niveau des pourcentages de taux de réussite, on va dire, enfin pas taux de réussite, mais passez-moi l'expression, d'efficacité, des taux d'efficacité, on a bien vu que c'était pas aligné. Hein, on a bien vu que c'était pas aligné depuis le départ. Mais en fait, à un moment donné, moi je pense que le monde devrait se mettre d'accord sur un vaccin. Mais après, c'est la production. S'il vous plaît, pour avancer sur le sujet, après, vous avez aujourd'hui une dizaine de médicaments qui traitent la migraine. Ouais. Donc ça ne veut pas dire forcément que l'un est meilleur que l'autre. La première chose qu'il fallait faire, la première course, c'était qui allait être le premier à découvrir un vaccin. À partir de cet instant, il y a des protocoles. Les gens savent aujourd'hui ce que contient un autre vaccin, ils ont le temps d'analyser. Donc ça devient plus facile de reproduire même le vaccin de quelqu'un d'autre. Il y a 2 points, il y a 2 aspects, je pense, un aspect purement politique. Pour moi, quand on est aux États-Unis et que par exemple Pfizer, je dis n'importe quoi, peut-être Pfizer est une compagnie américaine, les États-Unis vont privilégier le vaccin de Pfizer. En Afrique, on a un labo qui a sorti un vaccin. Non, ce qu'on va faire, c'est peut-être essayer de trouver tout. Et puis voilà, c'est peut-être subventionné, peut-être qu'il y a beaucoup de choses derrière. Je crois que le ministre de la Santé expliquait que c'était subventionné, les vaccins étaient subventionnés. L'autre point, quand je parle d'aspect psychologique, c'est qu'aujourd'hui, on sait que, comme il a dit tout à l'heure, moi, j'aurais tendance à faire plus confiance à un vaccin qui vient des États-Unis plutôt qu'à un vaccin qui vient de la Chine ou de la Russie. Non. Ce que je veux dire, c'est que personnellement, moi, j'assume ça. J'aurais tendance à avoir plus confiance. Préjugé. Oui, mais c'est honnête, c'est vrai. Oui, c'est honnête, mais je veux dire, c'est la mais conscience. Comment tu sauras que le vaccin qu'on va t'administrer, comment tu sauras que le vaccin qui te sera administré en février, il y a le nom. Non, tu ne verras pas, on ne va pas te présenter, mais tu vas demander à l'agent vaccinateur de te présenter l'étiquette avant de faire vacciner. La petite mais c'est-à-dire, si on veut poursuivre dans votre théorie du complot, même l'étiquette peut être fausse. Non, mais l'étiquette est sur le petit bocal. Même l'étiquette, si on veut aller dans ça, même l'étiquette peut être fausse. Pour vous rassurer, on a vu des gens ici qui ont gommé. On a vu des gens même qui ont gommé les dates de péremption de certains produits pour les revendre. Pour vous rassurer, et connaissant le fait que il y a certains préjugés sur l'origine des vaccins, on mettra peut-être que des vaccins avec l'étiquette Pfizer. Ce qu'il y a de bien et de rassurant, c'est que c'est libre au choix. Je veux dire, oui, forcément. Vous pouvez vous faire vacciner, c'est volontaire. Et ce qui même peut être dangereux, c'est qu'on va trouver des gens qui vont se vacciner tous les vaccins. C'est exactement ça. Bien qu'ils vont dire, bon, moi je veux le vaccin de Pfizer, et puis ils vont se faire vacciner par le truc de la Chine parce qu'on aura peut-être changé l'étiquette, comme tu as dit. Et pour le français, son humilité va faire tous les vaccins. Ce qui est rassurant, c'est que si jamais il y a des effets secondaires, les États sont tenus de dédommager. En tout cas, de s'occuper de la population. Déjà, votre sœur, ça va, c'est un bon échantillon. On va la suivre de près. Voilà. Bon, après en même temps, on dit tout ça, on a la critique facile, de dire oui, tel vaccin peut-être a un taux d'efficacité. Mais nous, en tant qu'Africains, au niveau de notre niveau de recherche pour un vaccin. Qu'est-ce qu'on a proposé? Non, rien pour l'instant, je pense. Voilà. Après, maintenant, est-ce que nos laboratoires... Mais est-ce qu'il y a des labos même purement africains? Est-ce que nos laboratoires aussi... Du Sud, au Maroc, oui. Est-ce que nos laboratoires sont financés? Est-ce que nos chercheurs sont financés suffisamment pour que la recherche soit faite toute l'année? Voilà. Ils ont la priorité on prend ce qu'on nous propose, c'est tout. Voilà, jusqu'au jour où on se décidera à mettre les moyens pour nous aussi de sauver nos populations comme tout le monde. On dépend des autres. Ouais. Bon, retour à la politique. Au jeu politique. Exactement. Commissaires centraux, législatif 2021, il y a des réaménagements qui sont effectués au niveau de la CEI. Hier déjà, on apprenait donc, que la date limite de dépôt des dossiers avait été donc, repoussée au 22 janvier. Donc vendredi 22 janvier. Ouais. Donc, pour permettre à tous les partis politiques de pouvoir déposer leur liste de candidats. Et là, aujourd'hui, on a des remplacements basket, excusez-moi du terme, au niveau des remplacements et des réintégrations. Si on dit jeu de chaise musicale. Pourquoi pas? Tout est synonyme. Tout est synonyme. Donc on a des entrants, on a des réintégrations, on a des départs. Donc
Parlons de remplacement, donc on a celui de Henriette Lagou, donc Madame Lagou Henriette qui est démissionnaire, donc qui était membre de la commission électorale, la commission centrale de la CEI, qui a décidé de partir. Et elle remplaçait pas véritablement de raison. De toute façon, elle avait déjà quitté la présidence de son parti. Moi, j'aurais une petite idée. En 2019. Ce serait peut-être pour les législatives. Ah, peut-être qu'elle se présente, pourquoi pas, c'est une possibilité. Parce qu'elle ne peut pas être en même temps commissaire. Juge et parti, ce n'est pas possible au sein de la CEI. Donc elle est remplacée par M. Doumbia Soumaïla, alias Doumbia Major, donc, qui fera maintenant partie de la commission centrale de la CEI. Tu as une remarque à ce sujet? Oui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas moi la remarque est venue du fond du studio. Vous le connaissez? Voilà, Doumbia Major. Donc l'annonce a été faite lors du point de presse consécutif au Conseil des ministres de ce mercredi, donc 20 janvier. Donc il remplacera Henriette Lagou à ce poste. Et on sait que Doumbia Major est président du Renouveau démocratique, qui est un parti en Côte d'Ivoire. Parlons de réintégration, on a ceux de Alain Dogou, vous vous rappelez, et Yapou Yapi, qui, quelques semaines avant le scrutin électoral, le scrutin présidentiel, s'était porté démissionnaire, en tout cas, s'était retiré de leur... Ils avaient suspendu leur participation en tant que commissaire au niveau de la CEI. Et donc, ils ont finalement été réintégrés au sein de cette CEI. Et l'annonce a été faite par le porte-parole de la commission électorale, M. Émile Ébrotier. Ils sont réintégrés, mais ils ont quand même des sanctions qui leur ont été données. Justement, quand vous disiez ils ont été réintégrés, je me suis dit, mais ils sont suspendus, mais ils sont revenus. Mais là, le mot ils ont été réintégrés, en tout cas la phrase a son sens, parce que la CEI décide de les accepter, de les réintégrer. Mais quand même, vous n'allez pas revenir si facilement alors que vous avez suspendu votre participation. Parce que forcément, il y a des textes au sein de cette commission électorale indépendante. Donc, vu que leur acte, en tout cas selon Émile Ébrotier, leur acte est considéré comme un manquement grave à leur serment qui s'assimile ni plus ni moins à un acte de parjure, un avertissement donc leur a été donné et voici les sanctions. Le retrait de leur zone de supervision électorale pour l'élection des députés donc du 6 mars, le retrait de la présidence de la sous-commission sécurité informatique et logistique au vice-président Alain Dogou. Et enfin, la CEI se réserve le droit d'analyser la situation après l'élection des deux députés. Voilà. Donc, on vous garde en attendant, vous revenez, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé parce qu'on considère que cela, selon nos textes, est un acte de parjure. On va parler également de la prorogation, tu as parlé également de la prorogation de la date, pour permettre aux participants de pouvoir déposer leur liste à temps, donc jusqu'au 22 janvier. Et n'oublions pas également le fait que certains partis pourraient voir leur dossier rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir le quota de 30% de participation féminine, candidature féminine au sein de leur parti. Donc, ils essaient de réunir ces candidatures. I love it. Voilà, et si le quota n'est pas atteint, ils pourraient voir leur dossier rejeté par la CEI. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes même dans le parti, en fait. Voilà, après maintenant c'est un autre débat, c'est une autre discussion. Je vois Serge sourire. Non, je ne sais pas si suffisamment de participation féminine. Peut-être que les femmes ne sont pas intéressées au sein de leur parti, ou peut-être qu'elles n'ont pas été suffisamment formées au sein de leur parti pour avoir ce leadership. Ils ne sont pas très nombreux dans le parti aussi. La troisième possibilité, c'est je ne parle pas de candidature indépendante, ça n'a rien à voir avec les candidatures indépendantes. Et on est dans ce pays, on sait très bien ce que les dernières législatives, on a assisté aux dernières législatives, on a vu comment est-ce que les femmes ont été traitées au sein des partis, même, c'était compliqué. Ça nous a envoyé justement à cette loi des 30% des femmes à présenter. Mais moi, je me pose la question de savoir, comment vous pouvez vous contenter justement de que 30%? Moi, je suis même prêt à dire que les partis politiques aujourd'hui, si on devrait respecter une certaine parité, devraient, quand ils présentent des candidats, et un candidat et un homme et une femme en principe. 50%. Voilà, 50%, 50%. 30%, très franchement, je trouve que c'est quand même... allez, c'est petit, quoi, comme victoire. Déjà qu'ils n'arrivent pas à... En termes de représentativité des femmes aux législatives, la Côte d'Ivoire vient en 160e place.
avec juste 11,37%. Bon, alors, de toute façon, on en parlera tout à l'heure avec notre invité, justement, de cette représentativité des femmes là, au niveau des partis politiques et surtout l'engagement des femmes dans la politique, parce que c'est toute la question aussi. Il ne suffit pas de dire, oui, on a besoin de 50 femmes, mais s'il y a des femmes qui n'ont pas envie de faire elles ont peur de la de politique, se présenter en politique à cause Non, de... il y en a. Je pense qu'il y en a. Il y en a. Bon, mais il faudrait les motiver, il faudrait leur dire qu'elles ont leur place. D'accord. Réellement. C'est un peu comme à Miss Côte d'Ivoire. Pas juste parler pour parler, mais agir. Pardon ? C'est comme à Miss Côte d'Ivoire, toutes les femmes ne se présentent pas à Miss Côte d'Ivoire. Effectivement. Pourtant, toutes les femmes sont belles. Voilà. Belle pirouette. J'ai fait une chanson, mais j'ai pas la guitare. Sur cette aire de fête, on va retrouver... Rabia, vous voulez nous dire quelque chose? Oui, moi, en fait, le point qui m'interpelle, c'est ce côté où on fait quand même partie d'une institution. Et puis, on peut se permettre de partir, de déserter en pleine crise, entre guillemets, moi je le dis déserter, et puis de pouvoir re-rentrer. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment aujourd'hui de pouvoir penser à des mesures beaucoup plus, entre guillemets. Non, en tout cas, des crispations. Voilà, oui, c'est ça, je pense. Mais déjà, on peut leur passer un petit message. Il y a eu un dialogue. Voilà, je pense que les sanctions, c'est un bon message. On ne parle pas comme ça. On fasse la même chose. Sans forcément que ça vienne créer une autre crise. Parce que si on les sanctionne, ils partent. Après, il va falloir trouver d'autres personnes. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais déjà, on leur passe un petit message. Et à eux et aux autres qui voudraient. Sophie Aïda, donc je disais sur un air de fête, parce que j'avais commencé ma transition, on rigolait, un air de musique. Yes. Joe Biden is done. It's done. No, he's not done. Oh, it's done. It's done. Okay. Bon, ça peut être. C'est fait. Ok, it's done. Yeah. Fair. Alors les yeux du monde entier, comme je disais hier, étaient braqués aujourd'hui sur les États-Unis parce qu'à 11h50 local, Joe Biden a donc été élu président, ou est devenu président, 46e président des États-Unis. Alors la cérémonie va demeurer une cérémonie historique à plusieurs niveaux. Premièrement, on va noter l'absence de notre très cher Donald Trump qui a refusé. Bon, excusez-moi. Mon seul et cher Donald Trump qui a donc refusé de participer à cette cérémonie. C'est la première fois en 150 ans. C'est terrible. Moi, je pense que c'est une honte, personnellement. La deuxième raison pour laquelle cette investiture reste historique, c'est bien sûr à cause de la pandémie Covid-19 qui a dû pousser en fait Washington DC à déployer un protocole très strict, notamment une liste d'invités qui a été extrêmement réduite, triée sur les volets. On a vu quasiment que les familles de Joe Biden et de Kamala Harris qui étaient présents. Évidemment, il y a eu la présence des personnalités telles que Obama, Clinton, Bush et puis le vice-président sortant Mike Pence qui lui a quand même fait le déplacement. On a vu aussi, vous pouvez revoir sur les images, je pense que la population qui est en général est là pour célébrer le nouveau président a été remplacée, comme disait Edith hier, par des drapeaux. J'ai trouvé quand même l'image magnifique et l'image très très symbolique, très patriotique, comme on connaît les Américains. Alors, ensuite, depuis ce qui s'est passé... oui, les Américains sont patriotiques, ça on le sait. Depuis l'assaut du Capitole, évidemment, il fallait déployer une sécurité maximale autour du Congrès américain. Donc c'est ce qui s'est passé. Les monuments, comme je disais hier, ont été barricadés. Et puis voilà, il n'y a malheureusement pas eu de personnes pour pouvoir célébrer Joe Biden. Alors Lady Gaga, qui est l'amie excentrique qu'on connaît tous de Joe Biden, a chanté, comme je disais, l'hymne national du pays. Et ça, sur sa robe blanche, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle avait une colombe sur sa robe qui symbolise la paix. Et je pense que c'était un message très fort qu'elle a pu... Oui, vas-y. Non, c'est pas ça. Il se passe des choses dans ma tête. Vous me connaissez? Oui, totalement. Finissez, je vous dis. Ok, je te laisse. Alors, à 11h40, heure locale, Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente des États-Unis. Que de symbole. Mais pas que, la première femme noire asiatique ou afro-asiatique, si on dit ça comme ça. Et voilà, c'est encore un moment historique. Moi, j'ai le sourire aux lèvres parce que je me dis, à quand dans nos pays africains? Mais non. Il faut que les femmes se présentent aux élections. Mais oui, mais il y a eu des femmes présidentes. Hélène Johnson s'arrive, donc ça y est. Moi, je parle d'Afrique francophone, merci bien. On a parlé de la Côte d'Ivoire aussi. OK. All right. Et puis à 11h50, heure locale, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la main gauche sur la Bible et la main droite en l'air. Sa Bible qui a été tenue par Jill Biden, donc sa femme, Joe Biden, a été investie, on dit,
46e président des États-Unis. Il a prêté serment, voilà, comme le veut la Constitution américaine. Il a fait son premier discours par la suite où voilà, il a dit, je cite, « C'est la journée des États-Unis, c'est un jour de paix. L'Amérique a été testée et elle a triomphé. » Et c'est un discours qui se voulait rassembleur avec des mots comme démocratie, historique, espoir, unité. Voilà, vraiment, je pense qu'il a vraiment donné le ton pour cette nouvelle administration. Et puis, bien sûr, il a parlé de la Covid-19 en citant que le virus a fait autant de morts en un an aux États-Unis que durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est terrible. Et puis, voilà, il a demandé aux Américains de s'unir pour vaincre la suprématie blanche et le terrorisme intérieur. Chose que Donald Trump niait totalement pendant tout son mandat. Il ne voulait pas assumer ce terrible fléau qui s'est abattu sur les États-Unis. Et ensuite, il y a une prière pour les victimes de la Covid. Et puis moi, ce que je retiens véritablement, c'est que c'était une cérémonie qui était dans la paix et vraiment dans la sécurité. On a pu voir des sourires, on a pu voir des rires, on a pu aussi voir des échanges entre Kamala Harris et Mike Pence, des échanges, des sourires, des éclats de rire même. C'est une image qu'on se souvient, qu'on a vue avec Barack Obama et George Bush quand ils faisaient la passation de pouvoir et que malheureusement on ne peut pas voir aujourd'hui entre Joe Biden et Donald Trump. Je pense que voilà. Barack Obama et Michel, ils étaient également présents. Exactement. Totalement. Pour apporter leur soutien à Joe Biden. Il avait dit, je vous promets qu'il avait dit. Oui, il a dit. Il avait dit, je promets. De qu'est-ce que mais mon ami, parce que c'est devenu mon ami, parce qu'on m'a parlé dans l'oreillette tout à l'heure, c'est un ami de... Joe? Non. You know. Trump, ouais, bah, il a écrit. Bien sûr. Il a écrit quand même. Il ne pouvait pas laisser cette affaire. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Non, alors il faut savoir que c'est une institution. Hein. Il faut toujours que le président sortant écrive une lettre au président entrant. On ne peut pas vérifier l'authenticité de ce qu'on a vu sur la toile. On a vu une image d'une lettre qui est passée sur la toile qui dit... qu'on attribue à Donald Trump et qui dit, je cite, « Joe, you know I won ». Traduction, Joe, tu sais que j'ai gagné. Il m'en fait. Et bon, quelque chose de beaucoup plus vrai, c'est qu'à quelques heures déjà de son départ de la Maison-Blanche, il a tenu quand même à poser un acte. Il a gracié des gens, notamment son... Lil Wayne et Kodak. Ce qui me faisait sourire avant de passer au prochain sujet, c'est qu'elle parlait tout à l'heure de son excentrique, de l'excentrique ami de Joe Biden, Lady Gaga, qui était venue chanter l'hymne national. Puis je me suis imaginé un jour, moi, président de Côte d'Ivoire, et là, j'allais faire appel à mon excentrique ami Eskeli. Non, mais il n'est pas excentrique, c'est un grand performeur, il faut le respecter. Lady Gaga aussi. Hein. Ouais. C'est un fake ou pas, Mike? Bon, on nous a dit on me confirme que c'est un fake. C'est un fake. Alors, nous sommes le 20 janvier, exceptionnellement, pour terminer donc notre petit tour de l'actualité. Le 20 janvier, c'est très très important pour notre corporation en Côte d'Ivoire, pour le showbiz, pour la culture, parce qu'un grand homme a marqué cette date-là et il continue de marquer cette date à travers toutes ces générations de présentateurs, d'animateurs. Et Serge, on en parle avec vous. Oui, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il a marqué cette date-là par son départ définitif, physiquement en tout cas, puisque cet homme-là reste dans nos mémoires et de loin le meilleur animateur télévision, donc animateur de télévision et journaliste, même de Côte d'Ivoire et pourquoi pas même d'Afrique francophone. Cet homme n'est autre que Roger Fulgence Cassis. Ça fait 32 ans qu'il nous a quittés et on a préparé un petit élément avec la permission de Brice. C'est parti. Des hommes et des femmes, sensibles à la cause musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Un guide, un modèle, le mentor par excellence de la jeunesse ivoirienne des années 70, Roger Fulgence Cassis, dit RFK, est parti, comme il aura vécu, au firmament de son art, sous les applaudissements d'une énorme foule, d'une nation, d'un pays tout entier, qui l'accompagnera jusqu'à sa dernière demeure, à Kokumbo. Roger Fulgence Cassis a été pour les médias ce que le miracle économique ivoirien a été pour la Côte d'Ivoire des années 70. Il représentait l'innovation, il était la révolution et incarnait les valeurs du travail acharné et bien fait. Par sa fertilité créative, ce journaliste, animateur, passionné, réinventa la télévision au travers de ses différentes prestations et productions.
Une télé sans mystère, sans illusion, sans superflu mais clinquante, qui laissera en héritage à la télévision ivoirienne ses plus grands programmes, mais également au pays tout entier, ses plus grandes gloires de la musique, notamment son ami et frère, Alpha Blondy, pour ne citer que lui. Il impulsa également dans le sillage de sa courte et brillante carrière une nouvelle génération d'animateurs qui se succéderont 30 ans après et dont le style reste encore fortement imprégné par la marque du génie Full. 20 janvier 1989, 20 janvier 2021, Live TV, la télévision sans filtre, se souvient de feu Roger Fulgence-Cassis. Magnifique élément, merci Serge, bravo. Oh, mais je vous en prie. Serge, merci beaucoup. Et surtout, c'était important de marquer, de marquer ce coup-là, parce que cet homme-là, effectivement, a bercé toutes ces années, on l'a cité dans l'élément, 30 ans qui ont suivi, aujourd'hui 32 ans, mais tous les animateurs que vous avez connus, qui ont pu briller, notamment vous, Brice Hano, moi y compris, ont tous baigné justement dans l'empreinte de ce grand homme de médias, et je pense que c'était important de lui rendre hommage aujourd'hui. Et j'aimerais bien finir par cette mythique phrase qui dit que tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables d'apprécier la chose télévisée, j'ai envie de dire, et une équipe avisée donc aux critiques et au décortiquage de l'actualité, le Live Talk vivra. Voilà, ça ne sera pas aussi mythique, mais on vivra. on vivra. Et on fait la bouche à la fin. Très bien. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Vous-même? Alexandra Azo, vous êtes chef du département droits des femmes, enfants et personnes vulnérables au CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Vous êtes formatrice du programme pour la participation des femmes aux élections. Alors, rectificatif, je ne suis pas formatrice, je suis coordinatrice du programme de coaching des femmes pour les élections qui est initié par le Conseil national des droits de l'homme en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement et ONU Femmes. Très bien. Je crois que de temps en temps, j'apporte une petite claque à qui m'envoie une fiche comme ça. C'est la troisième fois que ça m'arrive sur ce plateau-là. Merci Sophie Aïda. Alors, la Côte d'Ivoire compte 30 femmes sur 256. Au total, au sein de l'Assemblée nationale, 256 députés. Donc il y a 30 femmes. C'est un chiffre encore faible. L'élection législative est pour mars prochain. Êtes-vous optimiste quant à une implication des femmes plus importante? Oui, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'il y a plus d'engagement. Il y a plus d'engouement autour de la participation des femmes, notamment aux élections, même de façon générale. L'élection présidentielle a démontré que plus de 48% des personnes déjà pour la réforme de la liste électorale, il y a 48% de femmes. Enfin, 48% des personnes, des électeurs sont des femmes. Et aussi, la participation des femmes donc, est élevée à un peu de 45%. Donc, on constate déjà que les femmes, en fait, prennent conscience de leur rôle dans la vie publique et dans la vie politique en fait, de la Côte d'Ivoire. Donc en plus de cela, on voit aussi que les femmes demandent à être formées, informées et aussi elles demandent à s'engager de façon décisive. Donc c'est la raison pour laquelle que le Conseil national des droits de l'homme a initié ce programme-là. Mais justement, malgré ça, au niveau de l'espace CEDEAO, la Côte d'Ivoire reste quand même à 11,4% de représentation féminine, loin derrière des pays tels que le Sénégal à 43%, le Mali par exemple à 27%, le Togo 18%, etc. Alors selon vous, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est-elle à la traîne justement sur cette question de représentativité féminine dans la sphère politique? Alors déjà, aujourd'hui nous avons une loi. Une loi qui couvre cette participation des femmes. Cette loi-là a été adoptée après plusieurs années d'engagement, après plusieurs années de bataille, après plusieurs années de lutte. Et aujourd'hui, nous avons cette loi qui protège, qui encadre et qui pourrait permettre d'accroître en fait, ce niveau de représentativité des femmes. Et aussi son décret d'application qui a été pris il n'y a pas longtemps. Pourquoi en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est à la traîne? Parce que tous les autres pays, ils ont bien démarré quelque part. Nous, maintenant qu'on a cette loi, les autres pays, ils ont leur loi aussi depuis un certain moment. Mais malgré tout, on a cet engagement-là. Le président de la République, il est le premier Iforchi de l'Afrique, qui, dans la constitution même de 2016,
a montré son engagement, la volonté même de l'État de Côte d'Ivoire à permettre à ce que les femmes puissent atteindre un niveau de responsabilité, à ce que les femmes puissent être nommées ou être élues dans des postes à responsabilité au niveau national. Donc, dans la Constitution, à l'article 36 même, il est établi que voilà, l'État de Côte d'Ivoire s'engage à renforcer cette participation. Mais malgré toutes ces lois qui ont été prises, est-ce que vous pensez, ces dispositions, est-ce que vous pensez que les partis politiques qui sont majoritairement dirigés par des hommes ont cette volonté-là de vouloir appliquer eux-mêmes les textes qu'ils se sont donnés? Justement, ça, c'est ce que la communauté ou l'État devrait veiller à ce que ce soit appliqué. Cette loi, en toute franchise, c'est une loi qui doit être prise de main de fer par les partis politiques. Parce que quand on parle de représentativité des femmes, on ne parle pas seulement de oui, la femme elle va venir faire la mobilisation, parce qu'on sait très bien dans les partis politiques ou même dans les enquêtes, voilà, la mobilisation, distribuer le pain, comme on le dit, voilà. Mais la femme a une autre place. Cette mobilisatrice, est-ce que sans elle, on pourrait faire des grands meetings ? Est-ce que sans elle, on pourrait se présenter de façon massive, remplir des stades maintenant? On a besoin de ces femmes. On n'a pas seulement besoin de ces femmes-là pour faire de la mobilisation. Donc, à un moment, les partis politiques devraient se rendre compte en fait de cette réalité que les femmes en ont. Je suis sûre qu'ils s'en rendent compte parce qu'on en parle sur plusieurs plateaux, les médias en parlent. À un moment, est-ce que c'est un manque de volonté? Il faudrait concrétiser cet engagement. Allez-y, Rabia. Moi, ce que je pense, c'est que, je dis que je parle que de cas que je maîtrise. Aujourd'hui, au Sénégal, on parle de 43% de femmes qui sont représentées au Parlement. Je sais que aussi là-bas, l'avantage, c'est que ces femmes sont conscientes de leur pouvoir. Et ce sont elles-mêmes qui sont des leaders d'opinion dans leur fief et c'est elles-mêmes qui rapportent des électeurs. Donc je pense que peut-être le schéma aurait pu être le même ici, que les femmes elles-mêmes exigent cette place-là. En fait, tu veux dire que les femmes ivoiriennes ne s'intéressent pas réellement, en tout cas les femmes leaders ivoiriennes ne s'intéressent pas réellement à s'investir, en tout cas, sur la scène publique politique, en fait. Excusez-moi, c'est très intéressant ce que vous faites là, mais je vais me tourner vers l'invité. On allait rebondir sur elle tout de suite. Je le sais, d'accord. Alors, madame, justement, la vraie question à se poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui explique un taux si faible de participation des femmes dans le jeu politique? Il y a plusieurs critères. Déjà, tout à l'heure, quand je parlais d'engagement, cette participation doit se faire à tous les niveaux. D'abord, comme elle a dit tout à l'heure, l'engagement même des femmes, personnel. Est-ce qu'elles sont conscientes? Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont préparées à aller sur la scène politique? Et en plus de ça, l'engagement de la communauté. On est dans une société où les pesanteurs socio-culturels pèsent lourdement sur la femme. Les femmes sont stigmatisées. Exactement. Et il y a le mot dièse qui passe, la place de la femme est dans la cuisine. C'est pris de façon dérisoire, mais derrière, c'est un peu ce que certaines personnes pensent. C'est dire tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas. Est-ce que quand on pourrait faire un sondage, se demander comment voyez-vous la femme dans la sphère politique ou comment voyez-vous la femme dans la sphère publique? On se rendra compte que beaucoup de personnes encore, aujourd'hui en 2021, estiment que les femmes n'ont pas leur place là. Ça, c'est la communauté. Et en plus, maintenant, au niveau national, donc au niveau institutionnel, heureusement, on a une loi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de la communauté? Est-ce qu'on devrait faire un changement de mentalité? Et auprès des femmes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les apporter une formation ou des informations, renforcer les capacités à chaque fois, les motiver, les dynamiser pour qu'on puisse avancer. C'est à tous les niveaux. Justement, vous parliez de préparation, de sensibilisation, mais qu'est-ce qui est fait justement aujourd'hui pour pallier à ça? Pour qu'est-ce qui est fait, merci. Moi, je peux répondre pour ce que le Conseil national des droits de l'homme fait. Nous avons initié un programme de coaching des femmes pour les élections. Nous avons débuté depuis le mois d'octobre. Il faut dire que nous avons lancé un appel à candidature. On a eu plus de 250 femmes qui se sont inscrites. Et il y a aussi des hommes qui se sont inscrits. C'était bien noté, femmes de Côte d'Ivoire, vous avez entre 18, voilà. Donc il y a aussi des hommes qui ont été intéressés. Alors, je ne sais pas comment on va les appeler, mais ils ont voulu profiter de l'occasion, profiter de cette formation-là disposée par le CNDH. Et donc nous avons retenu 150, mais au fil du temps, on a compris que les femmes en avaient besoin. Oui. Donc nous avons élargi
en fait, ce quota qu'on avait mis. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à 250. Nous avons pour l'instant 250 femmes inscrites pour participer au programme de coaching. Donc, nous avons deux phases. Une phase formation et une phase coaching. Formation de façon générale, donc pour toutes les grandes formations, en art oratoire et leadership, en mobilisation des ressources humaines et matérielles, en connaissance même des institutions, donc en séance de coaching, elles ont appris l'Assemblée nationale et les missions du député. Donc ça, c'était il y a 2 jours, c'était le lundi. Très bien. Oui, moi, Et les tranches d'âge, moi je voulais juste savoir les tranches d'âge. Alors, c'est de 18 à 70, on a eu 70 Justement, ans. moi, c'est juste pour essayer de faire profiter peut-être le public qui serait intéressé. Est-ce que ce programme est toujours existant? Alors oui, ce programme est toujours Comment existant. les femmes peuvent-elles faire pour pouvoir profiter de ce programme? Bon, pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur les législatives. Les femmes candidates qui souhaitent se faire former ou coacher, elles sont les bienvenues au Conseil national des droits de l'homme pour profiter de ce programme-là. On les attend, hein? Les formateurs les attendent. Très bien. Il y a eu un petit langage d'image. Il paraît qu'il y a des hommes qui se sont inscrits. Et à un moment donné, j'ai été présenté à l'écran. Les intrus. Je vous rappelle que la réalisatrice de cette émission, forcément, est une femme. Donc, de temps en temps, elle se venge, je pense. Lady Power. Ouais, je souhaiterais revenir aussi sur donc, la loi, cette loi qui a été prise, qui a été adoptée en tout cas par le gouvernement, donc du 2019-870. Est-ce que vous pensez que les partis politiques vont pouvoir atteindre le quota de 30%? Ils pourraient. Ok. Ils pourraient. On parlait de mobilisation tout à l'heure. On n'a même pas rempli que les stades. Ces femmes-là, elles pourraient être engagées autre que dans Et s'il n'y arrive pas, quelle sera la sanction? Bon, alors ça, c'est la CEI qui a lancé des critères, je pense. Il y a des partis qui verront leur liste rejetée parce qu'il faut au moins 30%. Mais est-ce que au moins 30% pourrait garantir les 30% à l'hémicycle? Ça, c'est des calculs qu'on devrait faire. C'est un bon début. C'est un bon début, mais l'objectif même de la loi, c'est d'avoir 30% dans les assemblées élues. Donc, en l'occurrence, 30% à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. Et au moins 30% sur les listes, est-ce que ça garantit 30% de femmes à l'Assemblée nationale? Moi, je trouve que le processus déjà est lancé. Donc déjà, on forme les femmes, on leur dit, on vous a longtemps peut-être marginalisé. On vous a fait croire que votre place n'était que dans les cuisines. Aujourd'hui, on vous dit que, ben non, vous êtes autant intelligente, vous pouvez faire de meilleures choses même que certains hommes. Et à partir de cet instant, vous pouvez vous lancer dans le jeu politique. Et puis, on dit... En plus, maintenant, on oblige certains hommes d'une certaine mentalité à vous avoir dans leur parti politique. Et puis, après, on dit, bon, finalement, peut-être que vous-même, vous pouvez être beaucoup plus représentés. Ça se passe bien, ça commence à venir. C'est une bonne progression. Voilà, exactement. Mais après, justement, dans la progression, comme vous le dites, on pourrait d'abord, au sein des partis politiques, au sein des bureaux politiques, au sein des conseillers politiques et autres, mettre peut-être un quota de la participation. Oui, parce que déjà là, quand on regarde, on voit tous les dirigeants, tous les responsables et tout, c'est majoritairement des hommes. Comment les femmes pourraient se sentir représentées déjà par le parti politique à la base? Est-ce que déjà c'est majoritairement des hommes par la faute des hommes ou c'est peut-être parce que les femmes elles-mêmes n'avaient pas encore reçu tous ces soucis là? Il faut les mettre en confiance d'abord. Non, mais c'est pour moi, c'est un process. Pour moi, c'est un process et ça va forcément aller dans le bon sens pour moi, à mon avis. Très bien. On parle de cette place de la femme dans le processus, dans le jeu électoral, avec mesdames sur le plateau, Sophie Aïda, Edith Boubleu et Rabia Diel. J'ai tous une question. On a parlé de ce quota donc de 30% qui est imposé aux partis politiques pour avoir, en tout cas, une possible représentativité de 30% minimum de femmes à l'Assemblée nationale. Quelle pourrait être l'issue, en tout cas, de ce scrutin si on a une forte participation féminine? À quoi ça pourrait ressembler? Une forte participation féminine aux élections. Aux élections ou en tant que candidate? Législatives. Aux élections législatives, on pourrait déjà inciter les femmes à se solidariser. Parce qu'on a tendance à entendre aussi souvent qu'il y a un manque de solidarité entre les femmes. Et dans notre groupe, donc avec les participants du programme, on a invité celles qui pourraient être membres de staff ou qui pourraient accompagner les femmes à soutenir les candidates.
a fait partie de leur comité d'organisation. Oui, voilà, déjà pour ça. Et aussi à s'intéresser à ce qu'elles font. Et bien entendu, après, le droit de vote, c'est privé. Hein. Enfin, voilà, on ne demande pas à une personne de voter pour cette personne. Mais dans la solidarité, dans l'accompagnement, on pourrait voir un changement de position en fait, sur la participation des femmes aux élections même et aussi en tant que candidates. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de femmes sont candidates aux législatives déjà? Alors, on n'a pas encore ces données-là, donc on attend, vu que la date a été prorogée, on attend de voir... mais selon, je veux dire, on sait quand même qu'il y a des personnes qui se présentent, voilà, qui ont manifesté un désir de se présenter. Est-ce que vous avez déjà une idée? Au niveau du Conseil national des droits de l'homme, on fait un monitoring de la participation, des candidatures, donc de façon générale. Donc on aura très prochainement les données désagrégées, donc pour voir combien de femmes, combien d'hommes, ça, voilà. Et moi, j'ai envie de savoir, au-delà de l'aspect politique, vous avez parlé déjà de cette formation-là que vous mettez à disposition de ces femmes. Quelles sont les autres actions que vous menez au sein de votre organisation pour la promotion des droits de la femme? Alors, moi, déjà, dans mon département, on a pas mal d'activités. Et ce département est chargé de faire la promotion des droits de l'homme. La dernière fois, je pense, ma présidente était ici pour présenter le Conseil national des droits de l'homme, notre mandat qui est de faire la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Dans notre direction, donc à mon département, c'est plus de la promotion des droits de l'homme. Donc nous avons beaucoup d'activités de sensibilisation sur tout type de droits. Hein. Là, c'est une sensibilisation sur les droits civils et politiques, donc notamment de la femme, et aussi la sensibilisation sur la protection des droits en cas de violence ou de violation ou d'atteinte aux droits des femmes. Et aussi, on célèbre les journées internationales comme avec Edith il y a 2 ans, qui a reçu un prix du Conseil national des droits de l'homme donc, pour son parcours, son brillant parcours. Donc, Merci. Et en plus de cela, nous accueillons toutes les femmes, toutes les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits des femmes. Donc nous avons une plateforme, nous tenons des réunions chaque 2 mois donc avec ces femmes-là. Nous parlons de la situation des femmes donc, de façon générale et puis si on doit débattre d'un thème de façon spécifique, donc on débat de ce thème-là. Et en plus de ça, il faut savoir que mon département, c'est femmes, enfants, personnes vulnérables, donc c'est la même chose pour les enfants. Ce dernier point-là, madame, m'intéresse. On vous parlait de personnes vulnérables. Qui définit-on comme une personne vulnérable ou des personnes vulnérables dans le cas de votre département? Alors aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de personnes vulnérables. On parle plus de personnes à besoins spécifiques. Donc les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et la communauté LGBTI aussi, qui est une couche de personnes vulnérables. Et donc en Côte d'Ivoire, on a ces 3 catégories. Je voudrais quand même savoir, parce que dans le cadre des actions que vous menez pour intéresser justement les femmes aux jeux politiques, quelles sont les préoccupations que ces femmes partagent avec vous, souvent quand vous les rencontrez, et comment est-ce que vous faites pour les accompagner ou pour les prendre en charge? Parce que je sais que par exemple, il y a des jeunes femmes à qui j'ai parlé de politique et qui vont me dire non mais ça ne m'intéresse pas, c'est pour les hommes. Voilà. Donc quelles sont les préoccupations que les femmes que vous rencontrez souvent partagent avec vous lorsque vous leur parlez justement du jeu politique? La première préoccupation, c'est une contrainte financière. Ce sont des contraintes financières parce que celles qu'on reçoit dans le cadre du programme ou dans le cadre même des activités politiques, ce sont des femmes engagées. Donc elles ont déjà cette volonté, elles sont déjà engagées en politique. Okay. Et le frein qu'elles ont, c'est le financement. C'est la raison pour laquelle même dans notre formation, on a tenu à ce qu'elles aient une formation avec une dame qui a écrit un livre sur comment organiser et gagner organiser au mieux une campagne électorale avec peu de moyens. Donc pour qu'elles comprennent aussi, on n'a pas besoin d'avoir des milliards forcément pour organiser une campagne. Et puis, on a un exemple même que nous avons partagé, la députée de Thiassalé, cette dame-là, elle est partie de rien du tout. C'est une dame aujourd'hui qui a un niveau BPC grâce à des cours qu'elle a pu avoir, mais à la base même, elle était ménagère. C'est une simple ménagère qui a décidé de s'engager, qui a décidé de porter sa candidature et elle a gagné.
Donc voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les propositions de loi faites pour promouvoir la représentativité des femmes, de la même manière qu'on finance des partis politiques chaque année, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour en citer un peu plus, vous allez parler du frein financier, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place également une sorte d'un fonds pour permettre à ces femmes qui sont engagées au sein de ces partis politiques de pouvoir avoir un fonds disponible, même minimum, pour leur permettre de battre campagne et de se présenter aux élections? Ça, c'est un plaidoyer que le CNDH fait déjà, avec nos partenaires, donc le partenaire au programme qui sont ONU Femmes et le PNUD. On est dans cette lancée-là d'emmener les pouvoirs publics à soutenir financièrement ces femmes-là. Est-ce que les femmes députées qui sont en ce moment au sein de l'Assemblée nationale militent avec vous pour que cette loi soit mise en place? Oui, il y a des femmes députées qui sont membres du programme. Okay. Oui, il y a des élus nationaux, donc les députés, il y a aussi des élus locaux qui sont... par exemple si c'est possible. Oui, c'est possible. On a la députée Traoré Mariam, on a Lazare, je crois, oui. On a aussi la députée de celle que je viens de citer tout à l'heure. Non. Parce que avec ça, après, c'est le peur d'en oublier. Non, la députée de Tchassalé et Ponon. Elle est aussi membre du programme. Voilà, on a pas mal de députés. Moi, je suis bien curieuse de savoir. On a parlé de beaucoup d'actions, mais ce sont plutôt des actions disons, entre guillemets, théoriques, c'est-à-dire qu'on les rassemble dans une salle et qu'on les sensibilise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des chiffres sur l'impact de vos actions de sensibilisation menées auprès de ces femmes-là? Non, on n'a pas encore lancé ce suivi-là, parce qu'on démarre même maintenant avec le coaching pour les élections législatives. Donc c'est vraiment maintenant que le programme même prend forme. Voilà, avec ces élections-là, comment on va avancer avec ces femmes-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir tenir, même des formations, même des coachings qu'elles perçoivent avec les formateurs et coachs. Et voilà, donc c'est maintenant on démarre ce volet-là. Alexandra Azo, vous êtes chef du département, je rappelle, des droits des femmes, enfants et personnes vulnérables. Après, le terme a un peu évolué. Au CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, vous étiez en notre compagnie ce soir pour parler de la participation des femmes à cette législative-là. C'est un scrutin, c'est un enjeu électoral assez important et on estime également la participation des femmes au même niveau, donc à un niveau très très important. Vous étiez ce soir sur notre plateau. Vous êtes très optimiste pour la suite. Oui, bien sûr, il le faut. Je voulais que vous Je rêve, si vous permettez, je rêve d'un Parlement en Côte d'Ivoire à l'image de ce plateau. Merci. On espère que ça sera le cas. Quand vous arrivez à l'image de ce plateau... Alors nous sommes 5, 4 sièges pour les femmes. Donc ça fait carrément 90%. Oui, voilà. Très optimiste je suis. En plus, c'est moi qui vous Comme notre Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci, madame. Merci. Merci à notre réalisatrice, Eliane Lago, qui réalise ce numéro et tous les autres du Live Talk à ses côtés. Toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.